le coût qui se rajoute. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est une méthode de comptabilité des flux de matière. D'accord? Donc, on va voir combien le flux de matière et les différents coûts, comment ça évolue dans une chaîne de production. Alors, les enjeux, c'est réduire simultanément les impacts environnementaux et les impacts, c'est-à-dire ce qu'on peut impacter, parce que nos travaux peuvent impacter l'environnement. Et puis, donc, il faut maîtriser les impacts sur l'environnement et puis réduire les coûts et améliorer la productivité grâce à la réduction des déchets. D'accord? Donc, ici, on s'occupe des déchets comme dans comme ce que j'ai dit, comme dans la VSM, on essaie de, et le Lean, tout court, hein, c'est de réduire les gaspillages. Et les gaspillages, ce sont aussi les déchets. Parce que les déchets, ils vont nous coûter de l'argent. Et donc, c'est de l'argent perdu. Donc, il faut essayer de voir même les déchets, combien ça nous coûte. Donc, réduire les coûts de tout, hein, de la transformation et même les coûts de traitement de déchets et les coûts qu'on perd dans les déchets et améliorer la productivité. Donc, maintenant, on rentre dans cette méthode que j'ai développée dans le cours donc, on va regarder le développement de cette méthode-là. Alors, c'est une approche de comptabilité de gestion environnementale. Donc, ça s'appelle Environmental Management Accounting, EMA. D'accord? Donc, c'est une approche comptabiliste plutôt que la VSM. Alors, elle est centrée sur la matière, la méthode de comptabilité des flux de matière, d'accord? Material Flow Cost Accounting, c'est la MFCA. Elle permet d'identifier et de quantifier les flux et les stocks de manière à ce que les coûts d'identifier et de quantifier les flux et les stocks de matière. Elle quantifie les flux et les stocks de matière ainsi que les coûts associés à ces flux et à ces stocks de matière. Alors, cette méthode, elle cible tous les flux qui ne contribuent pas à la réalisation du produit final. D'accord? Donc, ça, c'est du gaspillage. Donc, il faut qu'elle regarde. Elle impute à ces flux tous les coûts s'y rapportant. Donc, c'est-à-dire, elle regarde les flux, hein, elle cible les flux qui ne contribuent pas à la réalisation du produit final et elle colle sur eux combien ça coûte, en fait. De cette façon, la méthode MFCA, elle permet de calculer avec précision et fiabilité, la répartition des coûts de production entre produits et déchets. Donc, l'objectif de cette méthode, elle permet aux entreprises de réduire simultanément leur impact environnemental et leur coût en même temps, parce que comme on s'occupe des déchets, donc l'impact environnemental, on va s'en occuper, d'accord? Et bien sûr, les coûts avec ça. Grâce à la réduction des déchets, d'abord, c'est donc l'impact et une augmentation corollaire de productivité en corrélation avec une augmentation avec l'élimination des déchets qui est l'environnement. Alors, les coûts générés par l'existence de produits défectueux, de déchets et autres émissions sont ainsi identifiés par le biais de quantification de matière réalisée pour chaque processus de production. Donc, on quantifie la matière réalisée dans le processus de production, puis on le convertit en unités physiques et monétaires. Physique, ça veut dire
les mesures. Ça peut être des kilogrammes, ça peut être des mètres, ça peut être, etc. Ça peut être des quantités. Hein. Et puis, monétaire, c'est-à-dire en monnaie. Hein, combien ça coûte. D'accord. Donc, tous les coûts sont pris en compte. Coût de matière, coût de l'énergie et coût de système. Alors, on appelle coût de système, c'est la main-d'œuvre et l'amortissement notamment. Alors, l'amortissement, ce sont tout ce que vous achetez pour réaliser, par exemple, des ordinateurs, ou parfois pour déplacer, c'est des véhicules, ou c'est on va dire, c'est du matériel qui va être généralement amorti au bout d'un certain temps. Et les coûts de gestion de déchets. Alors, coût de matière, coût d'énergie, coût de système et coût de gestion des déchets. Tout ça, il faut le compter dans cette méthode. Alors, toujours on est dans l'objectif de la méthode. La méthode MFCA contribue à rendre visibles les pertes matérielles en termes de quantité, bien sûr, que de coûts. Les pertes matérielles en termes de quantité et de coût. Elle permet aux organisations d'identifier et de quantifier les pertes. D'accord. Identifier d'abord la perte et la quantifier. Et la quantifier et aussi regarder son coût. Elle constitue ainsi un outil efficace pour réduire la quantité de déchets générés ainsi que les coûts de production. Donc, en fait, dans cette méthode-là, on s'attaque spécialement à ce que ça nous coûte les déchets pour essayer d'éliminer et puis optimiser pour avoir une production avec un minimum de coûts possible. Car elle donne aux organisations la possibilité d'identifier des problèmes et de reconnaître la nécessité de les résoudre. Alors, comment on la met en œuvre? Avec la méthode MFCA, tous les matériaux entrants sont tracés et catégorisés. Catégorisés comment? Produits ou non produits. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Alors, les produits vendus sont appelés produits positifs ou juste produits. D'accord? Et puis, les déchets ou les émissions, l'émission de gaz ou l'émission d'eau, par exemple, polluée, etc., sont considérés comme des produits, mais ils sont négatifs. Ou bien des productions de non-produits. C'est ce qu'on appelle le non-produit que j'ai évoqué ici. D'accord? Donc, ou bien j'ai des produits positifs ou produits tout court, ou bien des non-produits. Alors, la méthode MFCA évalue ainsi les coûts des produits positifs et des produits négatifs. D'accord? Il faut évaluer les coûts pour savoir où va, en fait, combien on dépense aux non-produits. Et c'est important pour essayer d'éliminer ceci, parce que c'est du gaspillage. Alors, le concept de base de cette méthode, c'est ça, en fait, il faut regarder. Alors, le processus de fabrication étant représenté ici. Alors, il y a des entrées, d'accord? L'entrée du processus. Alors, les sorties, on les catégorise, comme je viens de dire, en produits positifs et produits négatifs, d'accord? Ou bien, c'est des pertes de matière, d'accord? Et des produits positifs, eh bien, c'est les produits qu'on va pouvoir vendre. Et il faut évaluer ces deux-là, d'accord? Les produits positifs et négatifs, il faut les évaluer le coût des deux par la méthode MFCA. Alors, les différences entre une approche comptable, là, ici, je vais pour que vous essayiez de voir la différence entre une approche comptable normale. Vous allez me dire, pourquoi pas on fait une approche normale et c'est tout, hein, que de comptabilité classique. Il y a juste des détails qui ne sont pas dans cette comptabilité classique qu'on rajoute dans la comptabilité MFCA. Donc ici, c'est juste la matière et puis son coût. Le procédé de production, ici, vous regardez le coût de transformation. Et puis, on regarde juste combien on avait en stock initial, en physique et en monétaire.
Et puis, combien on a en stock final. Et après, à la sortie, on regarde le produit. On a produit 70 kilos, ça a coûté 1000 euros. Le coût de transformation, enfin, le coût de matière initial, c'est ceci. Et puis, le coût de transformation et le total. Et les déchets, il suffit ici de les quantifier. On ne regarde pas combien ça coûte le déchet. Hein. Dans l'analyse comptable, on s'occupe juste du produit comptable classique. Alors, dans MFCA, eh bien, on va un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire la même chose, la matière physique et son coût. Et puis, on appelle ça les centres de qualité, pardon, les centres de quantité. C'est les centres où je fais la production. Mais on les appelle comme ça, on va voir par la suite pourquoi on les appelle de cette manière-là. On regarde le coût, combien ces centres de quantité, ça nous coûte comme coût énergétique, coût de système, coût de gestion de déchets. Le stock final et stock initial, enfin le stock initial et le stock final. Et puis à la sortie, en détail par rapport aux produits, d'accord, aux produits positifs et par rapport aux produits négatifs. D'accord. Combien, et on détaille les coûts. Coût de matière, coût d'énergie, coût du système, coût de gestion de déchets ici, et puis coût du système, coût d'énergie, etc. pour les produits positifs. Alors, les coûts de système sont les coûts engagés dans le cadre du traitement interne des flux matières, par exemple le coût de main-d'œuvre, les frais d'amortissement, comme je dis, les frais de maintenance, les frais de transport, etc. Donc, le système, dans le coût du système, on les appelle comme ça, j'ai tout ça. Alors, l'introduction et la mise en œuvre de la méthode se réalisent en 10 étapes, selon le cycle PDCA. Alors, je pense que on en a déjà parlé, le cycle PDCA, c'est un cycle qu'on peut mettre en place pour, disons, séparer une action d'amélioration en 4 étapes et puis la travailler de manière circulaire, c'est-à-dire commencer par la première étape, la deuxième, la troisième, et puis recommencer pour continuer, recommencer un autre cycle de 4 étapes pour continuer l'amélioration, pour aller de plus en plus dans le progrès. Alors, ces 10 étapes-là, on va les mettre dans 4 grandes étapes, on va dire, d'accord, ou bien 4 grandes étapes de PDCA. Donc, on va l'inscrire dans un cycle PDCA. D'abord, donc, j'ai la première phase du cycle étant pensée. Et dans cette première phase, j'ai 4 étapes qui est le rôle de la direction. Et tout ça, on va regarder le détail par la suite. Donc, le rôle de la direction, on va voir ça. Détermination de l'expertise nécessaire, spécification d'un cadre et d'une période de temps. Donc, est-ce qu'on va faire ça? Donc, tout ça pour la mise en œuvre de la MFCA. Détermination des centres de quantité, et on va définir ce que c'est que les centres de quantité. Alors après, on va passer à la deuxième phase qui est démarrer. Et là, c'est penser, c'est-à-dire on n'a pas encore démarré. On est en train de mettre en place toute la logistique qu'il faut. Identifier. Alors après, quand on va démarrer, il faut identifier les entrées et les sorties. Ça, c'est effectivement, on met en place la méthode. Donc, d'abord, identifier les identifications des entrées et sorties pour chaque centre de quantité, quantification des flux de matière en unité physique et après en unité monétaire. Et par la suite, on va donc contrôler. Donc contrôler, j'ai le récapitulatif. Je récapitule toute la méthode pour essayer de mettre tout ça, par exemple, dans un tableau pour essayer de voir quels sont les résultats que j'ai obtenus. Communication de ces résultats que j'ai obtenus ici. Et puis après, identification, évaluation des opportunités d'amélioration. Comment je peux améliorer cette méthode, enfin, pas seulement comment je peux améliorer pour essayer pas la méthode, hein, c'est mes processus pour essayer de les rendre plus rentables.
Alors, maintenant, les 10 étapes. Et ce sont des étapes dans la norme 14051. Alors, pensez, on a dit, la première étape, il y a précision du rôle de la direction. Alors, le rôle de la direction dans la mise en œuvre de la méthode, vous avez son rôle, devrez découvrir les points suivants. Il conduit la mise en œuvre, affection des rôles, d'accord, mise à disposition des ressources nécessaires, suivi des progrès, examen des résultats, décision sur les mesures d'amélioration, etc. Ça, c'est la direction. Deuxièmement, détermination de l'expertise nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit avoir comme connaissance pour pouvoir conduire cette méthode. Elle requiert différents types d'expertise pour fournir les diverses informations nécessaires à la conduite de l'analyse. Les expertises qu'il faut, donc déjà dans les ressources humaines, une équipe MFCA doit être formée, conduite par un acteur clé jouant le rôle de guide. Celui-ci pouvant provenir de n'importe quel département de l'entreprise. Il ne faut pas spécialement une spécialité, sauf que la personne doit s'occuper, doit savoir et former les gens pour pouvoir mettre en place le MFCA. Le reste de l'équipe devra en revanche se composer de personnes en lien avec les domaines production, ingénierie, contrôle de la qualité, etc. Contrôle de gestion, environnement. Après, il nous faut toujours dans, ici, deuxièmement, donc dans ceci, c'est tout. J'ai besoin d'une équipe avec un acteur qui peut conduire et qui a un recul sur la méthode, et puis il peut faire intervenir d'autres expertises. Alors, troisième, toujours dans la première étape de PDCA, troisièmement, spécification d'un cadre et d'une période de temps. Avant de démarrer une analyse, il convient donc de spécifier le cadre, c'est-à-dire où est-ce qu'on va un procédé donné, plusieurs procédés, une installation ou une chaîne logistique complète. Où est-ce qu'on va mettre en place MFCA. Ensuite, la période pour la collecte des données doit être suffisamment longue pour permettre de produire, de recueillir les données nécessaires, significatives, et pour tenir compte de la variation importante éventuelle. Et j'ai parlé dans la vidéo des variations, donc il faut prendre une période assez longue pour pouvoir regarder même les variabilités par rapport aux données, la variabilité des données. Alors, quatrièmement, détermination des centres de quantité. Et là, on va définir c'est quoi le centre. Un centre donc, de quantité, c'est une partie sélectionnée, ou plusieurs parties aussi, d'un procédé pour lesquels les entrées et les sorties sont quantifiées en unités physiques et monétaires. Voilà. Donc, c'est un ensemble, on va dire un système, d'accord? Un système qui a une entrée et une sortie. Et ce qui se fait dedans, son entrée et sa sortie, c'est quantifié en unités physiques et monétaires. Voilà en unité physique combien il rentre, et voilà en unité monétaire et monétaire, et voilà ce qui sort de cette partie-là. D'accord? Les centres de quantité sont normalement des zones dans lesquelles les matières sont stockées et ou transformées. Ou bien c'est des zones de stockage, ou bien c'est des zones de transformation, telles que les entrepôts, les unités de production et les points d'expédition aussi, parce que ce sont des stocks juste avant le client. Alors, les centres de quantité servent de base aux activités de collecte des données en MFCA. Bien sûr, c'est là où on va collecter les données. Alors, après, cinquièmement, donc la cinquième étape, donc on passe à la deuxième phase du PDCA, c'est démarrer. On va démarrer la mise en place de MFCA. Identification des entrées et des sorties pour chaque centre de quantité. Une fois qu'on a défini les centres de quantité, alors là, maintenant, il faut identifier les entrées et les sorties. Les matières et l'énergie sont des entrées possibles, d'accord? Les sorties peuvent être des produits, des pertes de matière et des pertes d'énergie aussi. Donc, il faut identifier ces choses-là.
Les entrées et les sorties identifiées pour chaque centre de quantité peuvent ensuite être utilisées pour interconnecter les centres de quantité. C'est-à-dire interconnecter, on peut même, enfin, ça deviendra un flux, hein, un flux de matière, de produits physiques et monétaires entre les différents centres de quantité. Alors, après démarrer, toujours on est dans démarrer, donc la sixième étape, hein, c'est la quantification des flux de matière en unités physiques maintenant. Et après, il y aura unité monétaire. Alors, pour chaque centre de quantité, les entrées et les sorties sont ensuite quantifiées en unité physique. C'est quoi l'unité physique? Ça peut être en kilos. En kilos, c'est la masse, longueur, nombre de pièces ou volume ou autre chose, hein, en fonction du type de matière. Cela permettra d'établir un bilan matière de chaque centre de quantité. Il s'agit de comparer les quantités physiques des entrées et des sorties et les variations de stock dans un centre de quantité sur une période donnée. D'accord? Donc, c'est un diagnostic par rapport aux quantités de matière qui entre, qui sort, et puis qui est transformée à l'intérieur et s'il y a des stocks internes. Ensuite, quantification des flux de matière en unité monétaire. Excusez-moi. Alors, le coût de matière, pour chaque centre de quantité, le coût de matière associé aux entrées et aux sorties, d'accord? C'est-à-dire les produits et les pertes de matière sont à quantifier. D'accord? Les coûts de matière associés à chaque flux d'entrée et de sortie sont quantifiés en multipliant. Ça, c'est comment on fait. C'est-à-dire, on a fait une analyse des flux de matière physique. Eh bien, il suffit maintenant de multiplier le flux, la quantité physique du flux de matière par le coût unitaire. Hein. Et ça dépend aussi comment on compte, en fait. Ou bien, si la quantité physique, elle est en kilogrammes, par exemple, eh bien, j'ai le coût de 1 kg. Donc, je multiplie ceci par la quantité physique des matières sur la période choisie. D'accord? Généralement, on fait ça sur une période donnée, une période de temps. Il y a le coût, il n'y a pas que le coût de matière, on a dit, il y a le coût énergétique. Alors, quantifier les coûts associés à la consommation d'énergie pour chaque centre de quantité. Combien il consomme d'énergie. Et les coûts système, il ne faut pas les oublier parce que ça représente des frais. Les coûts de système représentent l'ensemble des frais et des dépenses engagées dans le cadre du traitement en interne, d'accord, du traitement en interne du flux de matière, à l'exception des coûts de matière. Par exemple, vous sortez les coûts de matière. Les coûts de matière, ça vient avant. Mais dans le traitement en interne de coûts de matière, je peux avoir, comme je vous ai dit, le coût de système, c'est la main-d'œuvre, la maintenance, etc. Des coûts énergétiques et des coûts de gestion de déchets. D'accord? Ça, vous les sortez, les coûts de ces coûts-là. C'est-à-dire, je ne compte pas le coût de matière, à l'exception des coûts de matière, des coûts énergétiques et des coûts de gestion. Je ne les compte pas dans les coûts de système. Les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'amortissement, les frais de maintenance, de transport, etc., sont des exemples de coûts de système. Quantifier les coûts de système associés donc à chaque centre de quantité. Alors, toujours dans ce paragraphe 7, coûts de gestion des déchets aussi. Hein, les coûts de gestion des déchets, ils sont associés au traitement des matières perdues, générées dans un centre de quantité. Généralement, quand on produit des déchets, ben, par exemple, il y a des usines qui maintenant, de plus en plus par exemple, au lieu de jeter de l'eau qui est polluée directement dans un fleuve à côté ou dans la mer, etc., eh ben, il est obligé de traiter, sinon on va lui coller une amende, hein, il est obligé de traiter cette eau qui est sale et donc ça lui coûte de l'argent pour
pour après la jeter, mais il faut qu'elle soit traitée avant de jeter dans la nature. Alors, quantifier les coûts de gestion de déchets associés à chaque centre de quantité. D'accord? Donc, les coûts de gestion de déchets associés au traitement des matières perdues générées dans le centre de quantité, et quantifier les coûts de gestion de déchets associés à chaque centre de quantité à ce moment-là, pour chaque centre. D'accord? Et après, on passe à la phase de contrôle du PDCA. Alors, je fais un récapitulatif et l'interprétation des données. Alors, les données obtenues à la suite de l'analyse sont à récapituler, c'est-à-dire à résumer par un exemple dans une matrice ou un diagramme de coût de flux de matière à faire dans un premier temps, séparément pour chaque centre. D'accord? Pour chaque centre, je vais essayer de mettre en place un diagramme comme celui-ci qui va me donner un petit peu comment, alors pour les produits et pour les non-produits, je regarde le poids total à l'entrée et le total à la sortie. D'accord? Je regarde le poids, je regarde le coût de matière, les différents coûts. Coût de matière, coût d'énergie, coût de système, coût de gestion et le total. Et puis en entrée, en sortie, et pour le produit et pour les pertes de matière. Et je peux faire ça pour chaque centre de quantité. Et ça, c'est en fait le résumé de mon analyse. L'examen, là ça va venir après, l'examen et l'interprétation des données récapitulées permettent ensuite aux organismes de production d'identifier les centres de quantité qui génèrent des pertes de matière importantes. Par exemple, regardez là où j'ai des pertes importantes, sur le plan environnemental ou bien sur le plan financier aussi, ou bien les deux. Ces centres de quantité peuvent ensuite être analysés de façon plus détaillée. Après, on peut se pencher sur ces centres-là qui produisent plus de déchets pour identifier les causes des pertes de matière et les facteurs associés qui engendrent les coûts qui vont augmenter. D'accord? Donc, on va se focaliser là-dessus pour essayer de trouver des solutions pour remédier à ce problème de gaspillage. Alors, et après, toujours dans ce contrôlé, j'ai un deuxième point qui est la communication des résultats. Une fois que l'analyse est effectuée, les résultats peuvent être communiqués aux parties prenantes intéressées, c'est-à-dire ou bien la direction, ou bien un centre à côté qui est lié à la gestion, etc. La plupart des parties prenantes concernées par l'analyse sont internes à l'organisme, généralement, parce que c'est dans l'organisme qu'on essaie d'effectuer cette amélioration. Alors, la direction peut utiliser les informations de MFCA pour conforter de différentes décisions, pour faire des décisions visant à améliorer les performances tant sur le plan environnemental que financier. Et puis après, on peut agir en identifiant et en évaluant les opportunités d'amélioration. Justement, c'est là, identifier l'opportunité d'amélioration, c'est-à-dire regarder là où ça ne va pas pour essayer d'améliorer. Une fois que les résultats de l'analyse ont été interprétés, l'entreprise, elle peut examiner, l'entreprise et sa direction aussi, elle peut examiner les données afin d'identifier des opportunités d'amélioration. Alors, on va se dire, oui, on va améliorer ce secteur-là pour avoir, ou bien, je ne sais pas, du matériel nouveau, ou bien améliorer l'ergonomie quelque part, etc. Des performances, des opportunités d'amélioration des performances, tant environnementales que financières. Et puis, les mesures prises pour réaliser ces améliorations peuvent inclure, ça peut inclure le remplacement de matière, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire au lieu d'utiliser cette matière, je vais utiliser une autre matière qui est peut-être un petit peu plus performante, etc. La modification des procédés. Le procédé, on le faisait de cette manière-là, donc maintenant,
pour aller peut-être plus vite et pour ne pas générer des déchets, on va changer les procédés de chaîne de production, d'accord, ou de produits, ou la modification des chaînes de production, c'est-à-dire toute la chaîne, peut-être il faut la modifier, il faut faire des changements, ou bien le produit lui-même. Ou encore l'intensification des activités de recherche, ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire, bon, ça dépend aussi de l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de faire ça ou pas. Bon, mais pour les entreprises qui sont riches, hein, parfois, ils mettent en place une activité de développement, de recherche et développement liée à l'efficacité de l'utilisation des matières et de l'énergie. Alors, les moyens à mobiliser et les délais de mise en œuvre. Donc, les ressources humaines, l'équipe doit être formée, conduite, là, j'ai déjà dit. Le reste de l'équipe devra en revanche se composer de personnes en lien avec les domaines de production, ingénierie et contrôle. Donc, d'abord, les moyens humains. Donc, je dois avoir une équipe qui a ses spécificités. Je dois avoir des ressources techniques. La mise en œuvre de la méthode ne nécessite pas forcément quelque chose de spécial. Il faut juste c'est de la théorie, il faut connaître cette théorie. Les ressources financières, afin d'accompagner l'entreprise dans sa démarche, 5 à 6 visites des consultants impliqués peuvent être nécessaires. Donc, ça va coûter de l'argent au moment de la collecte des données, par exemple, pour accompagner l'analyse du skité, de la mise en œuvre, etc. Donc, on peut avoir recours à des consultants. Généralement, ces consultants-là, ils sont externes à l'entreprise. Et donc, on doit les payer pour ce qu'ils font. La durée de mise en place, eh ben, si jamais l'entreprise elle a déjà un système de gestion des données efficace, la méthode peut ne prendre que 6 mois à peu près. En revanche, si les données nécessaires ne sont pas disponibles, eh ben, il faut les mettre en place. C'est-à-dire, il faut du temps pour mesurer, pour identifier, etc. Donc, pour constituer une base de données avec laquelle on va travailler et sur une période assez longue pour voir aussi les variabilités des données. D'accord? Donc, ça demande un an, mais même ça peut demander plus. Ça dépend de l'entreprise et de ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas déjà. La durée d'utilisation, eh ben, c'est pour toujours, hein, elle est permanente. Les résultats qu'on attend de ça, une réduction de la quantité de perte de matière conduisant à une réduction de la génération de déchets, une réduction des entrées de matière et des coûts de matière, d'accord? Et puis une réduction des coûts de fabrication grâce à une efficacité accrue des processus. Si les processus ils vont être plus efficaces, donc forcément la réduction des coûts de fabrication. Une réduction de l'impact environnemental parce qu'on fait attention aux déchets. On essaie de minimiser les déchets. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. D'accord. Oui, madame. J'ai au milieu de la présentation, je n'ai pas demandé, mais à chaque fois, ça me venait à la tête. Je me dis, est-ce qu'ils sont encore là ou est-ce qu'ils ne m'entendent plus? Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions là? Est-ce que c'est clair? J'ai vu que vous ne m'avez pas coupé, donc apparemment, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'interventions au milieu de l'exposé. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ça va. Oui, madame, c'est bon? Clair. Oui, c'est clair. Ok, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, alors moi, j'ai exposé le MFCA.
c'est une méthode, mais disons, MFCA, c'est une méthode qui n'est pas très répandue, hein. Mais ça peut servir quand on a, donc comme vous avez vu, quand on a besoin de voir le coût de déchets et le coût de production, quand on s'intéresse à cette chose-là. Mais si, en fait, la VSM, elle est plus, enfin, ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Mais la VSM est beaucoup utilisée. Pourquoi? Parce que dernièrement, on parle plus de valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée. Et donc, on essaie de discerner ces choses-là, qui sont les processus qui produisent la valeur ajoutée et les processus qui produisent les deux, valeur ajoutée, non-valeur ajoutée. Donc, on traque les non-valeurs ajoutées pour essayer de faire une amélioration. D'accord? Donc, vous allez trouver en fait la VSM quand vous parlez de ça. Vous allez trouver cette méthode de VSM, Value Stream Mapping, qui est beaucoup plus répandue que cette méthode de la démarche de MFCA. Mais comme j'ai dit, hein, ça reste, c'est en fonction de ce que vous voulez. Hein, de ce que c'est en fonction, en fait, des problèmes qui sont posés, de l'entreprise, de la décision, en fait, de ce qu'on veut obtenir. Et de ce qu'on veut obtenir comme résultat, en fait, c'est-à-dire quantifier, comme ici. La MFCA, vous avez vu, elle s'occupe beaucoup des déchets, des émissions de déchets, etc. Elle le quantifie en entité physique et entité monétaire pour savoir combien ça lui coûte. Hein. Ça lui coûte la production de déchets et pour essayer, bien sûr, de l'éliminer. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mon exposé. Si vous avez des questions, j'attends encore. Hein. Ok, sinon, alors, pour vous, oui? Pour la durée, c'était 6 mois si on a déjà les données. Mais, bon, ça c'est à peu près. Hein. On ne peut pas. D'accord. Donc, pourquoi la durée est très longue? 6 mois, je pense que c'est la moitié d'année, on a donné les données. Oui, vous avez les données, mais il faut d'abord, il faut, généralement, quand vous avez des données, vous les avez pas toutes. Hein. Il faut encore un petit peu rajouter d'autres données parce que généralement, si vous avez un système déjà de gestion. Mais il ne suffit pas de venir et regarder parce que généralement, ce système de gestion, il n'est pas forcément fait pour cette méthode-là parce que vous avez besoin de données spécifiques. Vous allez pouvoir trouver des données, c'est organisé, etc. Mais vous allez aussi devoir chercher d'autres données pour étayer à ces données-là. Parce que les données que vous aurez, ce n'est pas juste ça. Mais même si vous avez toutes les données, vous allez les dépouiller parce que généralement, vous allez choisir par les données celles qui vous intéressent. Hein? D'accord? Donc, c'est un travail. Et après, regardez la variabilité aussi. Hein? Et puis, donc, attendre. Enfin, ça dépend aussi de quand est-ce que vous avez mis en place votre système de gestion, etc. Mais ça, c'est... Quand on dit 6 mois, ben, ça peut être 3 mois aussi. Hein? Ça peut être. Pourquoi pas? Ça dépend aussi du degré de gestion que vous avez. Gestion de production, par exemple, un système de gestion de production, ça dépend de son degré de précision. Ça dépend, est-ce que ça contient les informations que vous voulez, etc. Et ça dépend aussi de la grandeur des processus. Est-ce que c'est des processus compliqués ou c'est des processus qui sont simples, etc. Est-ce que c'est un processus ou plusieurs processus? Donc, bon, je dis 6 mois, il ne faut pas le prendre comme ça. Tout ça, ça dépend
ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'état des lieux que vous avez devant vous. D'accord. Donc, c'est juste une estimation. À peu près, on va dire 6 mois. C'est pour dire, en fait, si vous pouvez le prendre comme ça, c'est que si vous avez déjà des données, vous avez un temps. Si vous n'avez pas de données, vous avez le double du temps. Voilà, il faut le prendre comme ça. Hein. Ça dépend de... Il faut le prendre de cette manière-là. C'est juste un exemple, 6 mois. On peut pas dire parce que les entreprises ne se ressemblent pas, les systèmes de gestion de production ne se ressemblent pas tous. Et bon, ça dépend. Hein. Voilà. Madame, bonjour. Oui. Oui, Hamza. Madame, quelle est la différence entre le EMA et MFCA? En fait, c'est la même chose. Hein. C'est juste une manière de. EMA, c'est pour expliquer qu'est-ce que fait la MFCA. MFCA, c'est la méthode. Mais EMA, c'est juste des initiales pour expliquer. Là, c'est écrit en. Où est-ce que j'ai indiqué ça? Au début, quand on. C'était au début, hier, qu'on a parlé de ça. Oui, le Matériel, EMA. approche. Voilà, ici. Alors, approche, comptabilité de gestion environnementale, c'est en anglais. Environmental management, accounting. En fait, ça explique qu'est-ce que ça fait la MFCA. MFCA, c'est Material Flow Cost Accounting, c'est-à-dire le flux, le comptage du flux des coûts de matière. Hein. Coût de matière, enfin, coût, le flux de la matière et du coût de matière. D'accord, le comptage de ça. Ça, c'est la méthode. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est le management, environmental management accounting, c'est-à-dire la mesure, si vous voulez, c'est le management de la gestion environnementale. Hein? C'est-à-dire, c'est ici la comptabilité de la gestion environnementale. C'est juste, ça explique, si vous voulez. Hein? Ça explique qu'est-ce que ça fait, cette méthode. D'accord? Ce n'est pas des choses différentes. OK? Ok, d'accord. Merci, merci, madame. Bien. J'ai une autre question, mais Oui. dans le cours de la semaine, de la Dernière. dernière semaine, sur la page 14, il y en a un matrice qui va déterminer la fonction si c'est A ou bien B ou bien T ou bien C. Alors, si par exemple une fonction, on a trouvé que cette fonction prend, par exemple, dans l'exemple que vous avez nous donné, l'exemple de la réunion, Ça coupe, je n'entends pas. Ça a coupé, je n'ai pas entendu. Si par exemple, oui, Hamza. pardon, Je vais ouvrir le document. Attendez, je vais vous donner le. Parce que j'ai. Oui. OK. Je ممكن dire parce que moi j'ai pas arrêté la présentation. Alors je vais essayer de trouver la mienne maintenant. Chapitre 2.
Voilà. Sur la page 42, on a un exemple sur une fonction. 42. Attendez, je vais partager avec vous. 42. Oui. L'exemple là. Vous le voyez là? Oui, on le voit. Par exemple, ici, dans la première fonction, appliquer légitime, si on veut voir, si on veut voir si cette fonction est attractive ou bien proportionnelle ou bien obligatoire ou bien différentielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le nombre le plus haut dans la case si c'est présent, ici dans la case 1. Et on va voir la même chose dans l'autre côté, si c'est absent. Ici, ils sont égaux, 4 et 5. J'ai 12 dans l'outil. Vous avez 12. Oui. Et dans l'autre côté, on a 10. Attends, vous avez la réponse 1 en fait. Vous avez 1 croisé avec... ah oui, vous avez les deux. Il faut les mettre, il faut mettre les deux. On va mettre un les deux. Croisé avec... il faut... Après, vous posez ça sur l'outil. Attends. Et vous posez ça ici. Oui, ça m'a donné A et vous les rajoutez. Et après, vous choisissez là où vous avez le nombre le plus élevé dans ces cases-là. Ok, d'accord. D'accord. Ah, merci. Alors, attendez, il y a 1 croisé avec... C'était quoi? Croisé avec... C'est 4 et 5. 4 et 5. 4 et 5, voilà. Oui. Alors, ça va nous donner attractif et proportionnel. En même temps. Bon, après, elle est proportionnelle, mais elle est aussi attractive. Donc, c'est entre la limite, en fait. Elle a les deux. Donc, 1 croisé avec 4 et 5. 1 croisé avec 4 et 5. D'accord. Bon, c'est vrai que... Mais après, vous pouvez... Oui, ça n'empêche pas parce qu'elle est attractive. D'accord. Mais en même temps, ça veut dire quoi proportionnel? Ça veut dire qu'elle augmente en fonction de la satisfaction. Plus la satisfaction augmente, plus... D'accord. Elle est proportionnelle. Si on regarde le diagramme, ici. Ou bien elle est là, ou bien elle est ici. Mais si elle est les deux, elle va être entre les deux, si vous voulez. Elle est attractive, mais elle est aussi proportionnelle. Plus la satisfaction augmente, plus, en fait, elle s'améliore en augmentant la satisfaction. D'accord? Donc, bon, on peut si on a les deux, on peut regarder, oui, bon, elle a si vous voulez, elle a la particularité d'être attractive en étant proportionnelle. D'accord? Ok, d'accord, merci, madame. Ok. C'est bon? Ça va pour les autres? C'est bien? Ok, ben je pense qu'on va arrêter là. Si vous avez des questions, vous les... Encore, la prochaine fois, on peut répondre aux questions. Vous aurez cours maintenant avec M. Wardouj. Je crois qu'il va vous prendre tout de suite. Je sais qu'il vous prend à 10 heures. Donc, je vais lui laisser la place. Voilà, donc à la semaine prochaine. Hein, j'arrête la présentation. Là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bien sûr, donc avancez un petit peu. Oui, merci, Souleymane.
avancez un peu dans votre travail de TD, d'accord? Pour essayer de le rendre. Est-ce que vous pourrez rendre la semaine prochaine? Oui? Est-ce que Souleyman? Oui, madame, je pense que c'est faisable, mais j'attendais quelqu'un qui parle. Donc, D'accord. Bon, ok. on essaiera de le rendre la semaine prochaine, sinon. Selma, elle est là, Selma. Selma, Oui. pour ton groupe? Je pense oui, madame. Ok, là c'est bien. Allez, bon Madame, courage. madame, s'il vous plaît. Oui, Madame, qui veut parler? madame, plus ou moins combien des réunions on doit faire? Comme vous avez le sujet